Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier d'une série de 3 webinaires pour le TSA. Alors, il me fait plaisir de présenter deux personnes qui sont dans le comité organisateur pour ces webinaires-là. Alors, il y a José Ladrio, qui est une direction d'école avec le Conseil Viamonde, qui représente très bien la DFO à ce comité-là. Alors, merci José. José aura plus un rôle à jouer pour les 2 prochains webinaires. Alors, elle est là aujourd'hui plus pour vous dire bonjour. Je veux vous dire que la série de 3 webinaires est offerte en collaboration avec les 2 autres associations de direction d'école, CPCO et OPC. Alors, aujourd'hui, il me fait plaisir d'avoir un invité avec nous qui est aussi dans le comité organisateur, qui est Stéphane Beaune. Il va se présenter dans quelques instants. Alors, je vais vous expliquer un peu comment on va fonctionner aujourd'hui. Votre micro et votre caméra est en sourdine et alors vous ne pouvez pas parler ni on ne peut pas vous voir. C'est seulement les animateurs que vous pourrez voir à l'écran. Et puis, si vous avez des questions, vous allez dans la bulle de clavardage qui est en bas là, de votre écran. Vous pouvez écrire là-dedans, puis assurez-vous que si vous écriviez, que vous écrivez aux participants et aux animateurs. Alors, vous devez choisir cette option-là. Je pense qu'au départ, vous écrivez seulement aux animateurs. Alors, la conférence, je veux vous dire aussi qu'elle est enregistrée et elle sera placée sur notre chaîne YouTube quelques jours après que la conférence aura lieu. Et aussi, demain, au plus tard demain, vous allez recevoir un courriel avec deux pièces qui sont attachées. D'abord, la présentation que vous allez voir, vous allez la recevoir. Et aussi un petit questionnaire d'évaluation. Donc, on apprécierait, s'il vous plaît, si vous preniez quelques minutes pour nous dire si vous avez apprécié la conférence. Alors, sur ce, je cède la parole à M. Beaune. Merci Stéphane et bienvenue tout le monde. Alors, bon après-midi tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je trouve que l'initiative est excellente parce que on parle encore beaucoup de l'autisme depuis les derniers mois. Alors aujourd'hui, ce que je veux vraiment faire avec vous, c'est vous donner un peu un survol, mais dans une perspective de leadership. Alors, le rôle qu'un directeur, directrice d'école, directeur et directrice adjoint, comment on peut en équipe travailler et s'assurer qu'on répond aux besoins des enfants autistes. Alors, le but, c'est vraiment de mieux comprendre. Puis, ce que je vais m'assurer de faire, c'est je vais m'assurer tout au long de la conversation, des échanges, c'est de m'assurer que je le mets tout le temps dans un contexte, un rôle d'un leader qui est vous, pour pouvoir mieux prendre des décisions par rapport au placement, par rapport à l'anomalie dans laquelle l'enfant se situe, et aussi pour mieux guider vos équipes. En plus, ce webinaire-là répond bien avec ce document-là qui est très intéressant par rapport au cadre de leadership en Ontario et tout ce que ça contient. Alors pour moi, je pense que c'est important que l'on puisse, à la base, avant même de tout le temps voir des meilleures pratiques en ACA ou en ABA, peu importe comment vous l'appelez, c'est de mieux comprendre à la base c'est quoi l'autisme. Pour nous aider à mieux vous connaître, il va y avoir un petit questionnaire qui va vous être partagé en ligne pour que vous puissiez répondre aux questions et que les gens puissent vous connaître de quelle région et tout ça, ce que vous êtes. Alors, je viens de lancer le sondage. Okay. Si vous pourriez prendre quelques instants pour répondre aux quelques questions qui sont là. On va vous donner quelques secondes. Et puis, Stéphane, tu peux continuer pendant que les gens répondent. Alors, ce que je veux faire, c'est vraiment faire la distinction entre quand on parle de l'autisme maintenant, vous savez, c'est parti d'un trouble envahissant du développement à la base et maintenant, tout le monde s'entend, que ce soit dans le monde médical, dans le monde éducationnel, dans le monde communautaire et social, que c'est maintenant un trouble neurodéveloppemental. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on parle de neurodéveloppemental, c'est tout le temps axé en comparaison à la normalité.
Alors, quand on parle du développement neurodéveloppemental d'un enfant, c'est la capacité du cerveau de se développer et de créer des circuits neuronaux qui permettent des apprentissages et permet une maturation qui se fait de façon typique. Alors, pourquoi on parle de l'autisme comme un trouble? C'est que déjà, à la base, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la maturation du cerveau et il y a des phénomènes qui sont différents comparativement à l'enfant typique. Alors, l'apoptose, par exemple, le cerveau, plus est exposé à des expériences, alors quand il est jeune, quand il est en famille et tout, plus il s'expose, plus il y a des circuits neuronaux qui se font et plus par la suite, il y a un phénomène naturel qui va éliminer tous les éléments qui servent à rien, c'est éliminé et ce qui est gardé, c'est des connexions qui permettent justement d'avoir des apprentissages. Dans l'autisme, malheureusement, ça se fait mal. C'est que le cerveau élimine des bons circuits et garde des circuits qui n'ont pas été développés. Alors, pourquoi c'est important de savoir? C'est que déjà, pour vous, comme direction d'école, quand vous avez des enfants qui rentrent à l'école, en maternelle, jardin, il y a déjà des signes qui peuvent être indicateurs. Par exemple, la grosseur de la tête, c'est un indicateur. Si vous déjà on voit des troubles moteurs, ça peut être un indicateur. Au niveau du langage, c'est sûr que c'est associé à l'autisme. Marcher sur la pointe des pieds. Alors, il y a plein de critères qui sont spécifiques à l'enfant autiste qui découlent d'un trouble neurologique. Quand on parle après ça, ça a l'air de quoi dans un milieu scolaire? C'est que là, il faut regarder face à ça, c'est qu'est-ce qui sont les différences entre les enfants. Alors, quand on dit, si tu as travaillé avec un enfant autiste, tu as travaillé seulement avec un enfant autiste, ce qui est similaire sont les critères comportementaux. Ce que vous voyez dans le DSM, c'est ce qui permet de poser un diagnostic. Ce qui est hyper différent, c'est là que vous devez poser des questions aux familles, aux professionnels avec lesquels vous travaillez, aux membres de vos équipes, c'est de savoir dans leurs apprentissages, par exemple, dans leur développement au niveau du langage, au niveau de la coordination, au niveau sensorimotrice, au niveau des fonctions exécutives, au niveau des perceptions sociales ou des perceptions visio-spatiales, ça a l'air de quoi? Alors, cet enfant-là, quand on fait de l'observation, dès l'entrée en milieu scolaire, par exemple, il rentre avec quoi? Quelles sont ses compétences? Quels sont ses besoins? Et quels sont les objectifs qu'on va travailler et quel outil d'évaluation on va prendre pour aller chercher le meilleur profil? Alors, tout le monde s'entend que c'est un trouble neurodéveloppemental, mais il y a peu de gens qui s'arrêtent maintenant à vraiment comprendre le profil développemental de l'enfant, qui veut dire chaque domaine développemental, qu'est-ce qui contribue dans les problèmes, dans les difficultés ou aussi dans les forces pour certains enfants. La raison que c'est important pour vous, c'est parce que vous devez poser ces questions-là aux parents. Alors, il ne faut pas juste demander, OK, il y a un diagnostic d'autisme, mais il faut aussi poser des questions par rapport à son développement. Alors, au niveau du cycle du sommeil, alors les problèmes d'autorégulation, c'est ça qui mène vers un diagnostic d'autisme, c'est ça qui mène vers des diagnostics de d'autres pathologies, et je vais en parler un petit peu plus loin. Alors, à la base, il faut demander au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, au niveau de la propreté. Les enfants ce n'est pas tous les enfants autistes qui ont des problèmes de propreté, c'est un profil spécifique. Alors, dans les troubles neurodéveloppementaux de l'autisme, il y a 3 profils. Tu as l'autisme précoce, c'est des enfants qui, dès la naissance, les premiers mois de la vie, les parents sont déjà au courant qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Après ça, l'autisme à début tardif, c'est ce qu'on a connu pendant des années. Quand les parents vous disent « mais mon enfant s'est développé de façon naturelle, je ne comprends pas, il s'est passé quelque chose. » Après ça, il a perdu des compétences. C'est un enfant qui souvent avait atteint certains niveaux au niveau de compétences au niveau développemental, mais à partir de 24 mois, jusqu'à 36 mois, il y a des pertes d'acquis. Il y a aussi déjà une entrée par rapport aux traits autistiques qui deviennent de plus en plus marquants. Et tu as aussi l'autisme à début tardif avec régression. Ça, c'est des enfants qui se sont développés puis qui perdent tous les acquis. Et par la suite, c'est comme ça recommencer avec un enfant nouveau-né parce qu'ils ont tout perdu. Alors, tout ça, quand tu mets ça ensemble, explique un peu pourquoi dans l'autisme, il y a différents profils.
Alors, ce n'est pas le DSM qui nous donne ça, c'est l'aspect développemental. Alors, quand on parle d'un TSA, on parle maintenant d'enfants autistes qui vont être vraiment identifiés selon des niveaux. Ce qui est très important dans les dernières années, c'est qu'on met beaucoup plus d'emphase maintenant sur la communication, sur les aptitudes sociales, mais surtout sur les comportements restreints, répétitifs, tout ce qui est stéréotypie, maniérisme et tout. Ça fait qu'on commence à voir qu'il y a quand même des spécificités de l'autisme qui nous permettent de mieux cibler quelle est la pathologie, par exemple, primaire versus avoir un autre trouble qui est rattaché à tout ça. Au Canada, on parle d'1 à 2 de la population canadienne qui serait autiste. Et pour nous, c'est environ 125 000 Ontariens qui ont reçu le diagnostic d'autisme. Quand on regarde au niveau des groupes d'âge, on dit tout le temps qu'on est meilleur dans les évaluations, on est meilleur pour poser des diagnostics. Mais ce qu'il faut prendre en considération, que c'est quand même très compliqué en bas âge. Ce qu'on s'est spécialisé vraiment, c'est souvent des enfants qui ont un âge un peu plus aux alentours de 3-4 ans, c'est ce qu'on connaissait. C'est ce qu'on a connu avec l'arrivée de l'ACA, de l'ICI, surtout en Ontario, parce que c'était déjà plus de 20 ans les premiers enfants qui avaient passé à travers ce système-là, cette méthodologie d'enseignement-là. Alors, c'était plus évident. Ce qu'on remarque beaucoup maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes ados qui sont diagnostiqués avec l'autisme et qui avant avaient reçu d'autres diagnostics. Et celui qui est le plus compliqué et qui souvent mélange un peu, c'est un TDAH versus un enfant autiste. Parce que quand on parle de TDAH, on parle de troubles d'attention ou avec hyperactivité et tout. Quand on parle de l'autisme, on parle d'une labilité attentionnelle. Ça veut dire l'incapacité d'un enfant autiste de s'engager, se désengager et de suivre un rythme par exemple, dans une salle de classe ordinaire, ça fait que quand il s'engage et on lui demande de transitionner ou de changer, il n'est pas en mesure de le faire. Alors pour lui, ce n'est pas un trouble attentionnel, c'est un trouble c'est l'incapacité de s'engager et de se désengager qui a un impact direct sur ses capacités attentionnelles. Alors il y a quand même, ça c'est des diagnostics, c'est le pourcentage d'enfants qu'on avait à 1 sur 66 en 2018 et ça a évolué depuis ce temps-là. Ce qui est intéressant, ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que le taux de prévalence à l'époque, c'était 4 pour 1, 4 gars pour une fille. Maintenant, ce qu'on réalise, les dernières études de 2015 et même 2020, on parle de un gars pour 2 filles. Et même en 2020, les dernières études, c'est 1 pour 1,8. Ça veut dire que si on s'en va dans la bonne voie, c'est qu'il y aurait beaucoup plus de filles qui seraient autistes qu'au départ. Et souvent, ces filles-là, ce qui est différent, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes manifestations autistiques. Ils n'ont pas les mêmes traits autistiques, qui fait qu'on est habitué de voir des jeunes garçons autistes qui sont beaucoup avec des comportements externes. Alors, ils vont être explosifs, ils vont être désinhibés, ils vont poser des gestes agressifs. Les troubles du langage sont très évidents. Au niveau de la socialisation, c'est un problème important. Quand on regarde les filles, c'est souvent beaucoup plus d'une forme d'autisme mais qui est intériorisée. Alors, souvent, elles sont beaucoup plus anxieuses, sont beaucoup plus aussi dépressives. Et ce qui montre, c'est que souvent, elles sont capables de mieux saisir socialement les bienfaits de la communication. Alors, elles sont capables de camoufler tout ce qui est l'élément socio-communicationnel et le langage pragmatique sont quand même en mesure de bien apprendre. Alors, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils apprennent beaucoup par imitation. Dès qu'ils se retrouvent avec des gens fonctionnels, ils sont en mesure d'apprendre des comportements qui leur permettent de mieux répondre aux attentes de la société. Mais il y a beaucoup plus de filles autistes qui étaient sous-entendues pendant plusieurs années.
Alors, quand on regarde au niveau de l'enfance en difficulté, c'est quand même, en Ontario, c'est quand même 17,6% des élèves qui bénéficient d'un certain niveau d'aide au niveau de l'enfance en diff. Alors, on parle d'à peu près 350 000 élèves qui se retrouvent dans une des anomalies que le ministère reconnaît. Et il y a aussi, on voit, il y a autant des CIPR qui sont non identifiés versus des CIPR qui le sont. Ce qui est important, je pense que j'ai apprécié que l'équipe décide de mettre ce genre de diapo-là pour vous, comme direction d'école, parce que si vous regardez les anomalies du ministère présentement, il pourra avoir un entrecroisement, même si on reste avec l'enfant autiste, il peut se retrouver dans les troubles du comportement, il peut se retrouver avec des problèmes cognitifs importants, il peut se retrouver avec un handicap du développement. Alors, ce qui est important de savoir pour vous comme leader, c'est tout le temps de s'assurer de qu'est-ce qui a été posé comme diagnostic et qu'est-ce qui est la différence entre un trait autiste et être autiste. Il y a quand même certaines pathologies, je vais en parler un petit peu plus loin quand on va parler de tout l'aspect de déficience intellectuelle versus autisme. Il y a quand même des pathologies, des diagnostics qui sont posés où les traits autistiques sont secondaires à la pathologie primaire. Mais quand on se retrouve dans des anomalies où il y a beaucoup d'entrecroisements, incluant la santé mentale maintenant avec le ministère qui investit beaucoup d'argent là-dedans, c'est qu'on ne sait pas trop au niveau du placement. Ça nuit beaucoup aux équipes à savoir, mais ça devrait être quoi le placement pour un élève avec une certaine anomalie. S'il en présente plusieurs, qu'est-ce que devrait être la priorité pour mieux répondre aux besoins de cet enfant-là? Et si vous regardez par rapport aux CPR qui ont été identifiés ou non officiellement identifiés, il y a quand même un haut pourcentage d'élèves au secondaire aussi. Et ça, c'est quand même très marquant et ça nous indique beaucoup dans la prise en charge des enfants, dans le type de service qu'on leur donne à l'alimentaire, surtout aussi au niveau le niveau de dépendance que plusieurs de ces enfants-là ont. Alors, par conséquence, souvent, ils se retrouvent avec à un palier plus élevé où il y a moins d'aide directe et ces enfants-là vivent des échecs très importants. Au niveau non identifié, c'est quand même assez élevé comme pourcentage. Et ça aussi, je comprends parce que le fait que je travaille avec plusieurs conseils anglophones et francophones en Ontario, en Saskatchewan, puis surtout en France, je vois aussi beaucoup de similarités quand on parle d'identification, quand on parle de placement, parce que souvent, il n'y a pas des bonnes observations qui ont été faites. Et ce que ça nuit, c'est qu'on attend tout le temps une évaluation officielle, une évaluation psychoéducationnelle et tout. Mais si vous avez un enfant qui est non-verbal, vous avez un enfant autiste qui n'a pas atteint un certain niveau de maturité, mais l'évaluation ne va pas être très aidante pour le placement. Parce qu'en autisme, il y a deux choses. C'est plus les traits autistiques sont prononcés et aigus, plus on fait face davantage à ce qu'on appelle une déficience acquise. Une déficience acquise, c'est que quand les troubles du comportement sont trop sévères et ça empêche l'enfant d'apprendre, ça empêche l'enfant de vivre des opportunités quotidiennement pour réussir en milieu scolaire. Et alors on dit tout le temps le fameux 2 ans de retard, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs enfants autistes aussi qui vont frapper un plateau. Alors, des fois, on voit une courbe de progression, l'enfant vit des succès et atteint un plateau. Un plateau dans le monde de l'autisme, c'est que ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois et ça peut durer jusqu'à une année scolaire. Alors, quand on prend des décisions trop rapidement, de refaire un comité d'évaluation, de repenser un placement, je pense qu'il faut vraiment s'assurer que l'enfant
a les opportunités d'apprendre, mais aussi que ce n'est pas juste un plateau et que par la suite, l'enfant va recommencer à bien fonctionner dans une classe ordinaire, par exemple. Stéphane, on a une question. Quel est l'âge recommandé pour évaluer un enfant? Un enfant autiste, l'enfant autiste, je pense qu'on a des outils qui sont excellents. Si c'est pour l'autisme, alors tout ce qui est le degré de sévérité, on peut le faire dès les 12 premiers mois de la vie et en montant. Quand on parle d'une évaluation psychoéducationnelle, moi, je pense qu'il faut au moins que l'enfant ait été 2 ans en milieu scolaire pour apprivoiser l'environnement, parce que ce n'est pas un environnement naturel. Et aussi pour s'assurer, parce que surtout s'il est dans une phase écolalique, il faut s'assurer est-ce qu'il va passer au langage, oui ou non. S'il reste dans le non-verbal, alors ce que ça force, moi qui fais de la recherche puis que j'utilise des outils d'évaluation, c'est quand l'enfant est non-verbal et qu'il n'a pas développé le langage, ben ça nous force à choisir d'autres outils qui peuvent être beaucoup plus des grilles d'observation pour ne pas mettre l'enfant en échec et lui poser une étiquette, par exemple, de déficience intellectuelle. Alors, moi, je pense qu'après 2 ans en milieu scolaire et de vraiment voir après des interventions, des choses mises en place pour vraiment avoir un profil spécifique de cet élève-là et de choisir les meilleurs outils d'évaluation. Et aussi, il y a aussi quel spécialiste est le mieux placé pour évaluer un enfant? On parle évidemment d'un psychologue. Est-ce que j'ai raison? Il faut faire attention. Je pense que les orthophonistes ont un rôle hyper important dans le monde de l'autisme et on le reconnaît parce qu'on voit maintenant que même dans l'ACA, les services sont beaucoup plus éclectiques. Tout ce qui est langagier, je pense que les orthophonistes ont un rôle de premier plan. Je vais en parler plus tard quand je vais parler d'équipe interdisciplinaire. C'est qui en premier? Les éducateurs, pour moi, c'est des gens qui ont été formés en comportement. Ils devraient tout le temps avoir une période d'observation avant même qu'on entame des évaluations. Mais c'est sûr qu'il faut une évaluation au niveau du langage et par la suite, au niveau de l'évaluation psychoéducationnelle. Moi, par exemple, en France, on utilise la BRIF. C'est un outil qui nous permet d'évaluer l'autorégulation et les fonctions exécutives. C'est ce qu'il faut vraiment être en mesure de voir, c'est chez l'enfant autiste avec le traitement de l'information et tout. Quelles sont les fonctions exécutives? Qu'est-ce qui est touché et qu'est-ce qui l'empêche d'apprendre? Et par la suite, de faire une évaluation. Mais à la base, c'est quand même un problème de communication. C'est important, surtout quand c'est de l'écolalie, parce que des fois, on a tendance à évaluer et on sait que l'enfant est écolalique, et s'il est encore à cette phase-là, ça va être compliqué pour lui ou pour elle de vraiment donner son vrai potentiel sur une évaluation. Au niveau de l'éducation spécialisée, l'enfance en DIF, dans toutes les pathologies, et de toute façon, l'autisme, dans l'histoire de la pathologie infantile, c'est la première pathologie qui a eu un taux de prévalence si élevé dans un espace-temps de 15-20 ans. Partir à 1 sur 1000 maintenant, à être à 1 sur 65, c'est du jamais vu. Alors, comme vous voyez, l'autisme est 13,6. Alors, c'est quand même dans les statistiques du ministère d'éducation, c'est quand même la pathologie qui est la plus montante. Et il y a de plus en plus d'enfants autistes qui arrivent dans nos écoles. Alors, ce qui est important dans ce qui est la diapo que je vous présente présentement, c'est juste pour faire un peu un portrait de ce qui s'est passé entre les deux versions du DSM, parce qu'après ça, je vais pouvoir parler spécifiquement à tous les directions d'école, comment vous pouvez utiliser les niveaux à votre avantage pour poser des bonnes questions et des placements. Ce qui était dans le DSM-4, ce qui a été mis en place, c'est à l'époque, on appelait ça un trouble envahissant du développement.
Alors, vous aviez, pour ceux que ça fait longtemps que vous êtes dans cette position-là, dans ce rôle-là, il y a eu pendant longtemps des TEDNS, alors des troubles envahissants du développement non spécifiés. À l'époque, on utilisait ça pour des jeunes enfants autistes parce qu'on croyait que même à l'âge de 2 ans, c'était compliqué. Souvent, ils ne répondaient pas à tous les critères et tout. Ce qui était le problème avec le DSM-4, c'est que l'enfant n'avait pas besoin d'avoir tous les critères. Dès qu'il répondait à 2 critères dans chaque catégorie, on pouvait lui poser le diagnostic d'autisme. Et là, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait tellement, les catégories étaient tellement larges et quand on regardait les critères, mais tu pouvais associer ces critères-là à plein d'autres enfants qui n'étaient pas autistes, mais qui avaient des troubles de la parole, qui avaient d'autres troubles du développement. Et ça avait posé problème. Alors, ce qu'ils voulaient faire à l'époque, c'était, bon, ben là, on va vraiment redéfinir, essayer de vraiment trouver une façon différente de bien définir l'autisme. Et de là est venu le DSM-4, alors le manuel diagnostic des problèmes mentaux. Alors, la version 5, tous les enfants doivent répondre à tous les critères pour avoir le diagnostic. Et ils ont mis beaucoup d'emphase sur la communication, sur tout ce qui est langagier, mais aussi tout ce qui est intérêt restreint, stéréotypie et tout. Parce qu'ils ont finalement réalisé à ce moment-là qu'il y a 2 types. Si je vous donne un exemple concret, souvent on parle tout le temps, ils ont des troubles sensoriels et il y a le volet autorégulation. Quand on parle de sensoriel, c'est des problèmes de modulation sensorielle. Alors, dans le développement de l'enfant autiste, il y a une dominance d'un sens que le cerveau, pour une raison ou une autre, donne une dominance, ce qui fait que l'enfant, il y a un sens qui est surdéveloppé. Et ce qui fait que, par exemple, si c'est l'ouïe, mais les bruits, tous les bruits nouveaux et tout vont poser des problèmes, vont créer de l'anxiété et tout. Quand on regarde le volet autorégulation, c'est ce qui mène vers un diagnostic d'autisme. C'est beaucoup plus des problèmes par rapport au sommeil en bas âge, troubles d'alimentation, la propreté, après ça, les problèmes d'inhibition et tout. Alors, ce qu'ils ont réalisé, c'est que tout ce qui était stéréotypie, tout ce qui était très autiste, quand c'est un degré sévère, alors chez les enfants, par exemple, qui ont une déficience intellectuelle et des traits autistes, mais souvent, on va dire qu'ils ont des troubles sensoriels. Quand c'est des troubles d'autorégulation, c'est souvent des enfants qui utilisent les stéréotypies, les maniérismes et tout ce qui sont les traits autistiques pour compenser parce qu'ils n'ont pas d'autres stratégies, d'autres façons de faire face à des situations anxiogènes. Et alors, souvent, quand il y a des problèmes de parole, quand il y a des problèmes de langage, s'ils ne sont pas capables d'exprimer leurs émotions, s'ils ne sont pas capables de bien communiquer, alors souvent, ils vont retourner au trait autiste, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont appris. Et c'est ce qui fait que les troubles d'autorégulation, mais là, vous allez avoir chez les garçons des troubles externes. Alors, ils vont avoir beaucoup de crises, ils peuvent être agressifs, ils peuvent s'automutiler et tout. Alors, le DSM-5 nous permet de faire la distinction entre les traits autistiques qui sont envahissants pour les apprentissages et les traits autistes qui sont un reflet de problèmes cognitifs et aussi d'un arrêt, d'un plateau sur le plan développemental. Alors, par exemple, quelqu'un qui est un enfant qui a arrêté de maturer à partir de 18-20 mois, mais souvent, il va rester au niveau de l'intelligence sensorimotrice. Alors, tout ce qui est sensoriel fait beaucoup de sens parce que c'est un peu les capacités de l'enfant dans son développement. Alors, quand ils ont fait ce transfert-là pour le DSM-5, c'était vraiment de s'assurer de voir les critères qui répondaient aux autismes qu'on avait connus classiques. Et là, ce que ça a donné, c'est que tout le monde entend tout le temps un continuum. C'est que dans les domaines du diagnostic, mais là, tu as des TSA qui ont des troubles cognitifs et tu en as d'autres qui n'en ont pas.
Et à l'intérieur de ça, ce qui est l'indicateur par excellence, et c'est pour ça, Pierre, quand tu m'as posé l'excellente question qui venait d'un collègue, c'est que souvent au niveau de l'orthophoniste, dès le départ, quand on parle du domaine de la communication, il y a le langage pragmatique, mais il y a tout le développement du langage aussi. Mais il y a surtout, et ça, les gens, je pense que vous, comme direction, vous devez poser ces questions-là, tant à la famille qu'à vos équipes de la petite enfance, que maternelle jardin à partir du jeu, c'est l'enfant autiste qui n'a pas développé l'attention conjointe, ne pourra pas développer la communication sociale avec quelqu'un d'autre. S'il n'est pas capable de suivre le regard d'un adulte pour de transitionner son regard vers un objet, vers une situation et revenir vers son parent, vers l'enseignant, vers l'éducateur, peu importe, vers un autre enfant et partager ces moments-là, on sait que l'attention conjointe, c'est un des problèmes importants chez les jeunes enfants autistes. L'autre, c'est aussi l'incapacité d'imiter. Alors souvent, il y a un retard au niveau du traitement d'information qui fait que dans les imitations, surtout au niveau des comportements sociaux, sont tout le temps en retard. Alors souvent, il manque des opportunités de rentrer en communication parce qu'ils ne sont pas en mesure de suivre. Et l'erreur qu'on a fait pendant des années au niveau des compétences, qu'on enseignait ce que moi j'appelle des comportements pivots et des comportements, des habiletés sociales, c'est qu'il faut faire attention, c'est pour enseigner la communication pragmatique, pour enseigner la communication sociale, tu ne peux pas enchaîner avec une étape à la fois, juste dire bonjour, puis après ça, ça termine. Il faut enseigner des séquences d'action. C'est le même qu'un enfant autiste apprend. Ils apprennent par des séquences et il faut qu'il y ait des séquences qui lui sont enseignées et par la suite, il peut pratiquer pour pouvoir généraliser. Tandis que quand on parle d'un TSA avec une déficience intellectuelle, c'est que souvent, il y a un retard dans la maturation. Il y a aussi souvent, il y a eu un retard au niveau d'exposer cet enfant-là dans la communauté parce que le cerveau se développe, plus tu participes dans le monde extérieur, plus tu vas apprendre des choses, plus la mémoire va garder ces expériences-là en tête et plus tu vas te développer. Et ça, c'est hyper important pour vous comme direction d'école parce que dites-vous que dès que vous placez un enfant dans une classe distincte avec d'autres autistes, il perd toute opportunité d'apprendre des comportements qui sont plus fonctionnels et surtout de ne pas perdre le peu d'acquis qu'ils souvent ils ont, parce que quand tu te retrouves avec un groupe d'enfants autistes, bien, tu imites ce que tu vois. Alors, il y a aussi cet élément-là qu'il faut garder en tête, c'est que les classes distinctes ont servi pendant des années, mais aussi on a fait de mauvais choix pour des enfants, que c'était des troubles du comportement sévères et qu'il y avait des traits autistes très présents. Et dès qu'on a travaillé ces traits autistes-là, ils ont été en mesure d'apprendre, mais le fait qu'ils avaient été non scolarisés pendant des années a fait que le rattrapage est impossible. Alors, quand on parle des spécificateurs, il y a tout le temps les conditions génétiques et tout. Alors, il y a plusieurs études qui sont faites présentement. Alors, pour vous, je pense qu'il est important, sans rentrer dans les détails, la génétique, oui, ça joue. Alors, tout ce qui est phénotype, endophénotype, les marqueurs comportementaux sont présents. C'est ce qui définit l'endophénotype. C'est des traits spécifiques d'un enfant, d'un groupe d'enfants qui fait que c'est un diagnostic précis. Au niveau de la génétique, il y a des enfants qui étaient déjà prédisposés à être autistes parce que dans la famille immédiate, et c'est là qui est important pour vous, dans la famille immédiate, il y a de la maladie mentale. Alors souvent dans les familles, il y a chez les mamans, on va voir qu'il y a la dépression, les troubles anxieux. Il peut y avoir aussi des troubles obsessifs compulsifs. Il peut y avoir la schizophrénie dans des cousins et tout. Alors, il y a un volet génétique, alors ce qu'on appelle le phénotype élargi. Il y a aussi souvent des problèmes sociaux dans ces familles-là. Les papas, souvent, c'est des gens hyper systémiques, alors parce qu'il y a une des théories de l'autisme, c'est ce qu'on appelle le Extreme Male Brain Theory. C'est la théorie du mâle extrême. Alors, c'est plus qu'être analytique, c'est être hyper systémique.
Et ces gens-là, souvent, se retrouvent dans des domaines où c'est très méticuleux et ils ont beaucoup d'intérêts restreints. Alors, la socialisation ne se fait pas tout le temps bien. Par la suite, il y a ce qu'on appelle des situations qui sont médicales. Alors, le X fragile, Prader-Willi, le syndrome de Panda et tout, ce sont des conditions médicales qui mènent vers des traits autistiques. Alors, par exemple, X fragile, qu'on retrouve dans l'anomalie souvent, soit handicap multiple, mais j'ai vu dans des autistes. Alors, c'est souvent des jeunes avec une déficience intellectuelle, des traits autistiques, mais à la base aussi, c'est chromosomique. Alors, il faut faire attention qui on met avec qui. Et pour vous, ce que ça veut dire avec le DSM-5, ce que ça vient aider et ce que j'aime beaucoup parce que je travaille beaucoup avec les directions d'école, avec les conseils, je suis impliqué depuis des années, c'est de comment on prend une décision. Quelles sont les questions? Si un enfant vous arrive avec un niveau 1, c'est un enfant qui a besoin de guidance. C'est un enfant qui ne devrait pas avoir un éducateur tout le temps avec lui ou avec elle. C'est un enfant qui a des acquis, c'est un enfant qui a un potentiel, mais c'est un enfant qui a besoin de travailler souvent sur le plan comportemental. C'est un enfant souvent aussi qu'il faut utiliser beaucoup l'enseignement explicite pour leur permettre de bien maîtriser la procédure. C'est des enfants qui ont besoin de comprendre la procédure plus que la performance. Un enfant de niveau 2, c'est un enfant qui est en émergence. Alors, par exemple, c'est un enfant qui a des acquis, il a certaines compétences, mais il ne peut pas compléter, il ne peut pas persévérer, par exemple, à la tâche ou prendre l'initiative parce qu'il manque des étapes. Alors, cet enfant-là a besoin de pratique guidée, qui veut dire que si on lui donne une aide enseignante, un éducateur, peu importe comment on les appelle, c'est des gens qui vont être là pour des moments précis, avec des objectifs clairs et précis de ce qu'ils vont travailler pour cet enfant-là. Et le niveau 3, c'est un enfant qui a besoin du 1 à 1. Alors, c'est le taux de sévérité, c'est que l'enfant a des problèmes dans tous les domaines développementaux. Alors, cognitif, langagier, sensorimoteur, visuospatial, mémoire de travail. Et ça, c'est les profils qu'on a, qui se retrouvent souvent dans des classes spécialisées. Ça, c'est important parce que moi, avec toutes les directions avec lesquelles je travaille, du côté anglais ou francophone, c'est quand je m'assois avec eux puis qu'on parle des équipes, qu'on fait des études de cas, c'est tout le temps les questions parce que vous savez, les familles qui ont été habituées à l'ICI, à l'ACA, c'est naturel qu'ils arrivent chez vous puis qu'ils veulent avoir une aide parce qu'ils ont été habitués à du 1 à 1 dans le système. Mais un niveau 1 n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à temps plein. C'est quelqu'un qui devrait être sporadique. Un niveau 2, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être au départ 50% puis essayer de travailler. Puis un niveau 3, ben oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide de façon quotidienne. Alors, sans soutien, souvent, c'est au niveau de la communication qui est le plus problématique. Ils ont souvent des réponses atypiques. C'est souvent au niveau de la socialisation, ils ont de la difficulté. Ils ne savent pas trop comment entrer en communication. C'est souvent aussi sur le plan cognitif des jeunes qui ont de la misère avec la flexibilité cognitive, ils ont de la misère avec le jugement, ils ont de la misère avec le raisonnement. Alors souvent, le niveau 1, c'est beaucoup plus au niveau des fonctions exécutives qu'on retrouve des problèmes. Ils ne prennent pas d'initiative parce qu'ils ont été habitués à avoir tout le temps quelqu'un. Alors, si tu ne prends pas d'initiative, tu ne peux pas définir un problème, tu ne peux pas identifier les stratégies utilisées, tu ne peux pas planifier comment tu vas mettre cette stratégie-là en place, tu ne peux pas l'essayer, puis tu ne peux pas te corriger. Alors, un niveau 1, il a besoin d'apprendre la métacognition dans ce qu'il fait. Alors, puis il a besoin de généraliser dans différents contextes. Là, je vois que j'ai une question, je vais aller voir. Oh, il n'y a rien d'écrit. Stéphane, j'en ai 2 questions. Okay. La première, c'est quelle différence y a-t-il entre les 3 niveaux, niveau en guillemets,
et les descriptions léger, modéré, sévère. Est-ce que tu pourrais associer comme niveau 1 à léger, 2 modéré, 3 sévère? Et est-ce la même chose ou est-ce que c'est équivalent? J'ai une autre question après, tu peux Ouais. répondre à ça. C'est une excellente question. Tu pourrais faire ça, mais il faut faire attention parce que même quand on parle de degré de sévérité, tu peux avoir un degré de sévérité sur le plan socio-émotionnel et être hyper fort sur le plan cognitif. On a vu des élèves autistes qui sont hyper performants cognitivement, mais qui ne peuvent pas être seuls sur le plan socio-émotionnel. J'ai vu des enfants avoir de graves difficultés en milieu scolaire, mais d'être en mesure de s'adapter plus facilement au changement en milieu scolaire. Oui, on peut le mettre de léger, modéré et sévère, mais à l'intérieur de chaque niveau, tu peux être à un niveau léger dans certains domaines, puis sévère dans d'autres. Comme tu peux être sévère dans certains domaines au niveau de tes apprentissages, mais tu peux être quand même léger au niveau socio-émotionnel. J'ai une autre question ici, plus au niveau secondaire. Est-ce que vous recommandez des classes de même niveau ou des classes avec du niveau 1, 2, 3 au secondaire? J'imagine qu'il parle de classes distinctes, mais ce n'est pas spécifié. De même niveau, je pense que oui. C'est dans un monde idéal, je pense qu'il faut quand même les niveaux 1 devraient être en classe ordinaire. Les niveaux 2, ça devrait être un groupe d'âge. Et les niveaux 3, ça devrait être un groupe d'âge. Un groupe d'élèves, je devrais dire. Excusez l'âge. Ça devrait être un groupe d'élèves qui se retrouvent ensemble pour pouvoir continuer à évoluer, à progresser dans leurs apprentissages puis dans leur développement. OK. Tu reçois des belles fleurs, là, Stéphane, là, dans les commentaires. Je te parlerai plus tard. OK. Écoute, ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup de respect pour pouvoir travailler avec les directions d'école déjà depuis des années dans plusieurs conseils. Ils ont un rôle hyper important pour moi. Alors, c'est pour ça que je suis fier de pouvoir partager avec eux aujourd'hui. Au niveau 2, pour continuer, c'est peut-être plus au niveau, on commence à voir des fois encore de l'écololie. On commence à encore à voir des enfants qui sont non-verbales, mais qu'il y a un commencement de verbalisation. C'est des enfants qui n'ont pas appris encore à discriminer de l'information. Alors, ils ont de la misère avec le niveau attentionnel. C'est des enfants qui ont de la misère à suivre le rythme. Alors, quand ils s'engagent, des fois, dans une tâche, ils ne veulent pas se désengager parce qu'ils ont de la difficulté. C'est des enfants qui n'ont pas appris des bons comportements de remplacement. Alors, ils retournent souvent dans les stéréotypies, dans les maniérismes, dans les comportements restreints. C'est des enfants qui souvent aussi à ce niveau-là, ils vont poser les mêmes questions tout le temps parce qu'ils sont anxieux. Alors, ils ne savent pas comment s'autoréguler. Alors, au niveau 2, ça commence à être plus un problème d'autorégulation et de procédure au niveau des fonctions exécutives. Tandis qu'au niveau 3, mais c'est souvent des enfants qui ont des déficits, des problèmes dans tous les domaines. L'interaction, elle est quand même très souvent limitée. Et ils ont beaucoup de difficultés au niveau du changement. Et je veux préciser quelque chose, comme j'ai précisé à mes collègues anglophones hier, c'est que la transition puis la résistance au changement, il faut faire attention. C'est que l'enfant autiste est résistant au changement parce qu'il y a de la difficulté à s'engager et se désengager. Alors, quand il s'engage dans une tâche, des fois, et c'est pour ça que je dis tout le temps aux éducateurs, il faut commencer à évaluer sur la fréquence dans les observations. Moi, ce que je fais tout le temps dans une salle de classe, j'observe combien de temps ça prend à chaque enfant à s'engager comparativement au groupe. Parce que s'il prend 10 minutes à s'engager, puis tu t'as donné 12 minutes pour faire la tâche, mais imagine-toi pas pourquoi tu vas avoir une crise. Il a déjà perdu ce temps-là, alors il ne voudra pas se désengager. Alors, la résistance au changement, elle est beaucoup plus un aspect de l'incapacité de l'enfant à s'engager. Tandis que les transitions, je tiens à le préciser, les transitions, c'est l'incapacité d'anticiper cognitivement le transfert soit d'une tâche à l'autre, soit d'une classe à l'autre, d'aller de la classe au gymnase, parce que l'enfant autiste ne peut pas anticiper ce qui va se passer entre le point A et le point B.
et ça crée une anxiété. Et quand que l'anxiété augmente, ils vont aller vers soit des comportements d'évitement ou d'échappement. Alors, ils vont se sauver ou ils vont éviter de le faire. Alors ça, on le voit beaucoup au niveau 3. Et ce qui fait que quand on faut tout le temps être avec eux parce que souvent les runners, c'est ça. C'est l'incapacité de gérer leur niveau d'anxiété. Alors, ils font de l'échappement. Stéphane, j'ai une autre question. Oui. Est-ce que les niveaux sont transférables du DSM 4 à 5, puis les définitions sont-elles les mêmes? Les niveaux ne sont pas vraiment transférables parce que il y a eu quand même des changements importants dans les critères. Euh, les niveaux, je pense que du DSM-5, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup qui a été mis par rapport au niveau de dépendance, par rapport à l'autonomie, par rapport, parce qu'on a réalisé qu'on développait des adultes hyper dépendants qui avaient un certain potentiel. Et le DSM-4 aussi, il y a des outils qui ont été développés par rapport, des outils d'évaluation qui se basent encore sur le DSM-3R et 4. Alors, il y a peu d'outils, à moins qu'il y ait eu des versions nouvelles qui suivent le DSM-5. Mais c'est complètement différent et je pense que c'est important de le voir comme ça aussi. L'autre chose qui est important pour pousser encore plus, au niveau de la comorbidité. Alors, dans le DSM-5, par exemple, c'est fortement recommandé de faire attention avant de poser 2 diagnostics. Par exemple, TDAH a été mis souvent de façon automatique avec l'autisme. On s'est retrouvé avec plein d'études où c'était des enfants qui étaient supposément TDAH, puis en réalité, ils étaient autistes et vice-versa. Alors, la version 5 nous demande de faire attention et c'est pour ça que l'enfant doit répondre à tous les critères pour avoir le diagnostic d'autisme. Et par la suite, si tu connais bien l'autisme en profondeur, avant de tout de suite poser un autre diagnostic, mais tu vas utiliser soit des grilles d'observation, comme la brief, par exemple, comme j'expliquais, qui va te donner là, des problèmes d'autorégulation et les problèmes des fonctions exécutives avant d'aller sauter rapidement puis dire qu'il y a un TDAH ou qu'il y a un trouble oppositionnel ou qu'il y a un TOC qui vient se jumeler à ça. Parce que dans les études au niveau neurodéveloppemental, c'est qu'il y a des similarités dans les structures touchées, mais il y a quand même des différences dans le débit sanguin et dans le taux de testostérone par rapport aux différentes pathologies. Par exemple, si je regarde le syndrome Gilles-Latourette, c'est débit sanguin dans les lobes frontaux qui fait qu'il est distinct d'une autre pathologie. Alors, quand on dit de 70 à 80 des enfants qui ont un TSA, qui ont un autre trouble, c'est ce qui devient inquiétant. Parce que le but, c'était de vraiment essayer de distinguer l'autisme comme on essaie de distinguer les autres diagnostics. Mais là, on se retrouve avec un entrecroisement de tellement de diagnostics que est-ce que des fois, je me pose la question, est-ce qu'on va revenir à l'autisme comme étant un symptôme parmi d'autres diagnostics ou est-ce qu'il va demeurer un syndrome? Parce qu'à la base, l'autisme, c'est un symptôme et par la suite, avec les études, il est devenu un syndrome. Et c'est ce qui a fait qu'on en a tellement aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement eu une évolution de comment on définit l'autisme. Et en passant, il y a 100, les dernières études démontrent que plus que 100 gènes sont impliqués dans l'autisme. Alors, dans les causes, c'est hyper compliqué de vraiment voir. Et ce qui pourrait expliquer que même si on change de manuel diagnostique, on ne sait pas, tant si longtemps qu'on ne saura pas les causes, on va rien connaître des comportements autistiques. Et ça, l'équipe, on a décidé de mettre cette grille-là. Je pense c'est super important. Ça peut vous aider comme direction de regarder aussi où est-ce que de l'entrecroisement. Les conseils avec lesquels je travaille, on a beaucoup de discussions parce que je fais beaucoup d'autorégulation aussi. On parle souvent de santé mentale. Alors, vous allez voir dans cette grille-là qu'il y a plein de symptômes qui s'entrecroisent. Il y a des similarités incroyables. Alors, c'est pas pour mettre une confusion, mais c'est la réalité. C'est qu'il y a plusieurs troubles qui ont les mêmes symptômes et ça nous complique la vie.
Et ça l'explique pourquoi on a de la difficulté avec les placements et pourquoi souvent les stratégies qu'on utilise ne répondent pas bien à certains élèves parce qu'on n'a pas le bon diagnostic primaire qui a été posé. Et il n'y a pas de médication pour les autistes. Alors, ce qu'on leur donne, c'est qu'on leur donne des médicaments, surtout pour la comorbidité. Et quand ils ne sont pas vraiment TDAH pour le vrai, mais parce que je suis en train de gérer avec une équipe présentement une situation, bien, les effets secondaires du médicament, c'est épouvantable. Et c'est triste, alors parce que les gens posent des diagnostics trop rapidement. Il faut trouver c'est quoi la cause, c'est quoi le diagnostic primaire et par la suite travailler avec ça pour mieux répondre aux besoins des enfants. Alors, gardez en tête quand vous êtes direction, quand vous êtes une équipe, c'est que qu'est-ce que vous voyez, c'est seulement la surface. La seule chose qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle l'endophénotype, c'est qu'on connaît les comportements associés à l'autisme, mais en dessous de ça, il y a plein d'éléments développementaux qu'il faut garder en tête pour pouvoir mieux répondre aux besoins de tous les enfants. Et la meilleure approche, alors moi, avec toutes les équipes que je travaille, on utilise la méthode, l'approche interdisciplinaire. La meilleure, c'est transdisciplinaire, mais on n'est pas là encore. Interdisciplinaire, c'est de reconnaître que c'est la famille et l'enfant au centre et tous les professionnels se retrouvent dans une équipe. La direction d'école, souvent, moi, je les associe aux leaders. C'est eux qui gèrent l'équipe et c'est eux qui posent les bonnes questions, à savoir qui va faire les premières interventions, qui veut dire qui fait les observations, qui les analyse, qui va les présenter à l'équipe. Et après ça, c'est quoi les objectifs observables et mesurables, qu'est-ce qu'on fait, qui va en premier, c'est-tu l'orthophoniste qui voit l'enfant, est-ce qu'on passe immédiatement à une évaluation psychoéducationnelle, est-ce qu'on implique la personne en santé mentale, peu importe ce qu'on fait, mais l'approche interdisciplinaire nous éloigne du modèle expert et il est à peu près temps. Il faut absolument qu'on reconnaisse l'expertise pédagogique des gens qui sont dans le milieu scolaire, sauf que ces gens-là aussi doivent apprendre le développement de l'enfant et ils doivent surtout apprendre plus sur l'autisme dans une perspective développementale que juste voir les comportements associés à l'autisme. Alors, c'est pour ça que l'approche interdisciplinaire répond bien à ça. Au niveau des familles, je tenais à en parler parce que vous devez le prendre en considération quand vous faites des réunions avec eux. Souvent, le deuil n'est pas résolu. Souvent, sur le niveau affectif, il y a soit que la personne est prédisposée déjà à la maladie mentale ou soit qu'ils vont développer une dépression clinique ou des troubles anxieux, peu importe. Sur le plan physique, c'est lourd. Il y a plein d'enfants autistes qui ne dorment pas. Alors, ça demande beaucoup, surtout quand ils sont violents, quand il y a plusieurs crises. Sur le plan financier, souvent, ils doivent hypothéquer leur maison, surtout s'ils veulent chercher des services. Alors, s'il y a un changement dans la dynamique familiale, les statistiques démontrent que c'est la pathologie où il y a le plus haut taux de séparation et de divorce, alors plus de 80%. Il y a une faible compréhension de l'autisme, alors souvent ces parents-là arrivent à la table avec une expertise, des fois plus que les gens qui sont devant eux. Souvent, il y a des inférences qui sont faites par rapport à blâmer les parents. L'accès aux évaluations, aux services et aux ressources en intervention, c'est hyper compliqué. Alors, il faut s'assurer de bien poser. Alors, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on crée un lien. Alors, à chaque fois que je vais dans les milieux avec lesquels je travaille, les familles ont accès à moi. Alors, souvent, les directions, ils vont m'accompagner ou des fois, les familles ont juste des questions spécifiques par rapport à leur enfant. Alors, je réponds aux questions. On choisit des objectifs, on travaille en équipe, mais il faut les écouter, pas rien qu'au CIPR, pas rien qu'à cause du PEI, pas rien que parce qu'on appelle parce qu'il fait des crises ou il faut leur retourner à la maison. Il faut créer des liens avec les familles. Tu ne peux pas être revendicateur et collaborateur en même temps. N'oubliez jamais ça. Un parent qui doit revendiquer ne pourra pas collaborer avec vous. Alors, au niveau du leadership, ce que ça demande, les 3 thèmes qui sont importants pour tous les enfants qui ont des besoins particuliers,
mais c'est de créer des relations avec votre équipe, avec les enfants et avec les parents, avec les personnes qui viennent de l'extérieur. Alors moi, par exemple, c'est avec ceux que je travaille, j'ai développé des relations avec les surintendances, avec les directeurs de l'éducation, avec tous les directions des différents programmes, avec toutes les directions d'école et tous les conseillers pédagogiques. Et alors, c'est un tout. On travaille en équipe. Quand ça ne va pas bien, on travaille en équipe pour trouver des solutions. Alors, la communication, c'est primordial. Et la modélisation. Alors, pour qu'un enseignant d'une classe ordinaire puisse accueillir un enfant autiste, cette personne-là a besoin de coaching et il faut commencer à réfléchir pour... alors, moi, je l'ai évalué. Ça prend à peu près 40 heures de coaching pour un enseignant en classe ordinaire pour être en mesure de travailler avec des enfants autistes. Alors, on ne peut pas juste leur donner des formations puis prétendre qu'ils vont pouvoir mettre ces stratégies-là en place. Et ça va être élaboré davantage dans le deuxième webinaire qui va venir dans les semaines à venir. Alors, au mot de la fin, il va y avoir « Merci de répondre aux questions. Merci de répondre aux sondages. » Il y a un glossaire qui va être envoyé aussi avec la présentation qui vous permettra de connaître certains des termes. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, merci Stéphane, merci énormément. Je lance tout de suite des petites questions. Si tout le monde pourrait prendre une minute pour répondre à ça, s'il vous plaît. Vous devriez le voir à votre écran. Pour ceux qui se sont joints à nous et qui n'étaient pas inscrits officiellement, vous pouvez m'envoyer un courriel si vous voulez recevoir la présentation et aussi un formulaire d'évaluation. Alors, c'est PIERRE, Pierre, @adfo.org. Alors, merci encore Stéphane, c'est fantastique les informations que tu nous présentes. On est vraiment chanceux de t'avoir et puis on apprécie beaucoup ton expertise et aussi tes conseils. J'invite les gens qui ne se sont pas inscrits pour les 2 prochains webinaire de cette série de le faire. Alors, vous pouvez m'envoyer, si vous avez pas reçu le lien pour vous inscrire, vous pouvez m'envoyer aussi un courriel, PIERRE@adfo.org. Comme Stéphane a dit, on va parler beaucoup de l'approche pédagogique de l'analyse comportementale appliquée, ACA, et puis de la politique programme Note 140 qui justement nous parle de ça. Puis le 3e webinaire, on va parler beaucoup comment on peut collaborer avec les familles, les parents et quelle approche, comme dit Stéphane, l'approche multidisciplinaire, transdisciplinaire pour appuyer les élèves TSA. Alors, un grand merci d'avoir participé et puis je vais juste finir ça, puis je vais vous montrer les réponses pour que vous puissiez les voir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et lâchez pas, gang. Je sais que vous travaillez très fort. C'est bien apprécié le travail que vous faites et on espère que les webinaires qu'on vous offre sont utiles pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.